Le livre qui sert de viatique à l'entretien d'aujourd'hui tombe à pic. L'air du temps est à l'oubli et aux retouches photographiques. Et si, au-delà des excuses et des repentances, la France a encore du mal à admettre la nocivité congénitale du colonialisme, d'autres pans de la société souhaitent figer et pétrifier l'histoire au motif que les Africains ne pourraient être que d'éternelles victimes et, partant, non responsables des maux et des plaies qui accablent leur pays. Surenchère de démagogie infantile et raciste. Car si l'Africain n'est pas responsable, s'il doit être ménagé, si l'on peut excuser facilement les crimes les plus effroyables que le continent a connus durant les 70 dernières années, alors de fait, l'Africain n'est plus notre égal. Vincent Hugeux, ancien grand reporter au magazine français L'Express, désormais journaliste indépendant et essayiste, Vincent Hugeux, donc qui n'a pas sa plume dans sa poche, s'attaque dans son dernier ouvrage Tyran d'Afrique, aux éditions Perrin, au personnage mythique et tyrannique de l'histoire africaine récente. Non pour resservir les mérites présumés de la colonisation, mais bien pour souligner et regretter son étonnante longévité, facilitée en cela par l'œuvre de ceux qui avaient précisément juré de lui tordre le cou. Vincent Hugeux, bonjour. Bonjour. Je vais commencer par la question avocat du diable. On va vous le demander, ou on vous l'a demandé déjà. Qui êtes-vous, vous, Vincent Hugeux, blanc, journaliste blanc, pour vous occuper des affaires et de l'histoire africaine ? Je suis radicalement réfractaire à toute forme d'essentialisme. Voilà 20 ans, mes critiques africains me disaient « tu es trop sévère » ou « tu es injuste, tu es partial, pourquoi pas ». Je pouvais ouvrir la discussion, le débat sur ce registre-là, sans l'ombre d'un souci. Maintenant, on me dit parfois, y compris sur les réseaux sociaux, « toi le blanc, je ne te reconnais pas le droit de porter un jugement sur mon président ». Et de plus, non seulement tu es blanc, donc le défaut pigmentaire, mais en plus tu es français, donc tu es forcément quelque part un néocolonialiste honteux. Et je trouve que cet assèchement du débat, qui est hélas parfois relayé par les élites africaines ou certaines d'entre elles, voire instrumentalisé par des acteurs politiques du continent, et de ce côté de la Méditerranée aussi d'ailleurs, tout ça est terriblement navrant parce que c'est un appauvrissement du débat sur les enjeux démocratiques. Alors justement, dans votre livre, il y a, vous le dites, une galerie de portraits, j'allais dire de tyrans patentés et connus, avec des détails qui sont à la fois effroyables et parfois malheureusement comiques. Est-ce que vous ne craignez pas justement que cet aspect, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, pittoresque, corresponde au tableau que certains, en France ou ailleurs, font des Africains en disant finalement, vous savez, ils sont comme ça, c'est normal qu'ils s'entretuent, etc., etc., ce qui est un tableau bien évidemment raciste. Je m'efforce de déminer ce terrain-là d'emblée dans le prologue de l'ouvrage où précisément j'explique que je suis totalement hermétique aux raccourcis essentialistes, là encore, sur le thème l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie, elle ne le sera jamais, une thématique chiracienne connue, qui hélas était d'ailleurs endossée par plus d'un despote subsaharien. Donc pourquoi effectivement je m'attache à des personnages qui peuvent avoir une dimension romanesque jusque dans leur abjection d'ailleurs parfois. C'est très simple. Si vous voulez vous adresser exclusivement à une sorte de lectorat captif d'africanistes amateurs ou professionnels, très bien. C'est pas mon propos. Moi, je souhaite effectivement toucher un deuxième cercle de lecteurs qui sont aussi libres que moi, je l'espère, par rapport précisément à ces raccourcis et qui acceptent de regarder notre histoire en face. Je dis bien notre histoire, car ce que nous racontent les Bokassa, les Idi Amin Dada, les Sékou Touré, c'est aussi la persistance, pas seulement rétinienne d'ailleurs, d'un fait colonial. Pour danser le tango, si funeste soit-il, il faut être deux. Et on s'aperçoit que dans la trajectoire de beaucoup de tyrans africains, y compris ceux qui ont construit leur légende sur la rupture avec le fait colonial, il y a une manipulation de certains concepts politiques. Je prends un exemple très simple. Oui. Tous, je crois aucune exception près en l'occurrence, manipulent parfaitement le lexique de la gouvernance, de la transparence, de l'équité, de l'ouverture du champ politique, pour mieux en conjurer les effets. Ils ont parfaitement compris les codes à la fois français et du colonialisme français, c'est-à-dire avancer en vitrine, finalement, des arguments vertueux sur la gouvernance. Ils maîtrisent parfaitement les codes et le lexique. Et lorsque vous regardez par exemple quels sont les principaux vecteurs du dévoiement démocratique, eh bien vous retrouvez le bricolage constitutionnel,
la fraude plus ou moins éhontée, l'achat des consciences, la menace, etc., etc. Au fond, à l'origine de cet ouvrage, il y a une perplexité. Mm. Pourquoi diable, 60 ans après l'ère des indépendances, si formelle soit-elle parfois, on vit aujourd'hui, quoi qu'on en pense dans certains barnums et certains colloques, une période de régression démocratique. Mm-hmm. Regardez, prenez le mois écoulé. La victoire de Denis Sassou Nguesso au Congo avec plus de 88% des voix. Deux de ses rivaux de 2016 étant en cabane pour une vingtaine d'années. Nous aurons dans quelques jours la présidentielle tchadienne, 6e mandat assuré pour Idriss Déby, qui, lui, joue en virtuose de la rente de situation géopolitique que lui procure la performance de son armée au sein du dispositif anti-djihadiste du G5 Sahel. Et le même jour, je termine là-dessus. Le 11 avril, vous avez une présidentielle au Bénin. Le Bénin, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait la Sorbonne de l'Afrique de l'Ouest. Ça a été le pays, l'ancien Dahomey, donc pionnier des fameuses conférences nationales souveraines du début de la décennie 1990. Et aujourd'hui, vous avez un président sortant, Patrice Talon, qui a fait le vide autour de lui et qui aura, pour toute adversité, de faire valoir. Alors, quand vous parlez finalement de ce mouvement qui a non pas de bascule justement, de reproduction de ce qu'a été, de ce qu'ont été les codes coloniaux, il y a quelque chose qui étonne, c'est la persistance d'un enthousiasme de la population africaine pour réélire, même quand l'élection est truquée, mais pour réélire des tyrans et des dictateurs. Et vous dites à un moment dans votre livre que cela correspond finalement, c'est à la mesure de la frustration née de ces indépendances qui n'ont pas tenu leurs promesses, que bizarrement et paradoxalement, on trouve encore beaucoup de gens pour manifester en faveur de tyrans dont la réputation n'est plus à faire. Notamment parce qu'ils sont passés maîtres dans l'art d'un discours populiste et démagogue, y compris contre l'ex-puissance coloniale dont par ailleurs ils sollicitent les bienfaits et les largesses quand il s'agit de payer les fonctionnaires ou de les protéger militairement. Et une puissance coloniale qui a intérêt à faire ça, finalement, qui dit la stabilité par-dessus tout, et puis tant pis si on massacre des gens sur place. Oui, à une nuance près qui est de taille, c'est que cet argument-là, il s'use comme s'usent toutes les vieilles ficelles. C'est vraiment de la tactique à courte vue, parce que ce faisant, l'ex-puissance coloniale, la France par exemple, creuse le tombeau dans lequel reposera bientôt le fameux lien privilégié culturel et linguistique, blabla, de l'ex-précaré francophone. Le plus frappant dans cette histoire, c'est l'incroyable décalage, de plus en plus abyssal lui aussi, entre ce discours et ces pratiques politiques parfaitement anachroniques et les aspirations de jeunesse africaine qui sont, elles, connectées, tournées vers le monde et qui se parlent, y compris quand il s'agit de déjouer des risques de fraude, d'enseigner à des observateurs l'art de repérer les petits trafics de voix médiocres qui parfois permettent d'arrondir le pourcentage à la dizaine supérieure. Donc l'espoir, il est là au fond. C'est que on peut encore aujourd'hui se maintenir au pouvoir par la coercition, par la menace, par l'achat des consciences. On peut conquérir le pouvoir au prix d'un putsch militaire, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, au cœur de l'Afrique. Mais le coût politique du maintien de cet archaïsme est de plus en plus prohibitif à l'intérieur du pays, dans la région et aux yeux du monde. Alors, ça, c'est une note d'espoir. Il y a une autre note par laquelle je voudrais terminer. Vous avez donc cette liste, cette galerie de portraits de tyrans. J'imagine que ceux qui n'y figurent pas, leurs proches ou leurs correspondants français, belges, britanniques, doivent se sentir soulagés de ne pas y être. Est-ce que ça veut dire que cette liste, la vôtre donc, est exhaustive aujourd'hui ? Non, elle ne l'est pas. Je dirais que, hélas, en la matière, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, même quand les élus ne le sont pas davantage. C'est-à-dire que j'ai dû faire des choix. Et c'est d'ailleurs, au fond, assez tragique. J'avais l'embarras du choix, pour le coup. Et peut-être que les rescapés de ce premier tome n'échapperont pas à un deuxième volume. Là aussi, hélas. Mais à partir du moment où je voulais à la fois diversifier la galerie de portraits dans le temps, dans l'espace,
sortir précisément de l'arène strictement francophone et parfois offrir un coup de zoom sur des personnages qui sont très méconnus, par exemple de l'opinion française, mais dont la dimension romanesque, fût-elle exécrable, méritait à mon avis de par leur caractère archétypal, d'être un peu exploré. Je pense par exemple au Gambien Yahya Jammeh, qui a été évincé du pouvoir voilà 5 ans, et dont on se demande parfois quand on étudie son parcours, si vous êtes en train de lire un roman de Graham Greene ou de Garcia Marquez, ou si vous êtes dans le réel de la vie politique contemporaine du continent africain. Si je dis pour conclure que finalement votre ouvrage, c'est une façon, c'est peut-être la moindre des courtoisies vis-à-vis des Africains que de leur dire il faut essayer de rompre un sortilège fatal auquel nous, Français, par l'histoire, nous avons contribué, mais précisément ce qui vaut comme respect, c'est de considérer que vous êtes aussi en partie responsable de cela. Mais c'est d'ailleurs ce que mes amis et mes interlocuteurs africains me disent le plus souvent. Vous savez, moi, je fréquente beaucoup moins les antichambres des palais présidentiels ou les barnums des conférences bidons sur l'avenir éblouissant d'une Afrique qui cingle vers la prospérité et la démocratie. Moi, je connais mieux l'Afrique des bas quartiers. Et c'est ce que me disent, là encore, mes partenaires africains. Ils me disent, OK, il y a le fait colonial. Je serai d'ailleurs le dernier à en nier la brutalité, la violence et l'iniquité. Mais cessons de nous retrancher en permanence derrière ce lourd héritage pour absoudre des tyrans qui ont su tirer profit précisément de la perversité de ce rapport postcolonial. Merci beaucoup. Merci Vincent Hugeux. Donc le titre du livre, c'est Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial aux éditions Perrin. Et encore une fois, vous venez de l'entendre, il tombe à point nommé. Merci de votre attention, merci Vincent Hugeux. Et à très bientôt sur France 24. Il y a, dans quelques minutes, je suppose, un bulletin d'information pour vous. Merci encore.